essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Francis, depuis qu'on a un nouveau PDG, je veux dire un nouveau premier ministre à la tête du Canada, il y a des fonctionnaires qui vont peut-être être un petit peu plus nerveux là, quant à l'heure à venir. Hein? J'imagine que c'était un lapsus partiellement volontaire, M. Dubé, mais oui, effectivement, il y a un nouveau patron à Ottawa. Je vais paraphraser Denis Coderre. Il y a un nouveau shérif ville à Ottawa. Donc, Mark Carney, effectivement, qui a laissé savoir, hein, puis il ne s'en cache pas, que ses attentes sont très élevées. On l'a vu recruter plusieurs là, personnalités assez, engagées là, du milieu, soit des affaires, du milieu de la politique active. On pense tout de suite à Marc-André Blanchard, là, dont la nomination a été entérinée il y a quelques temps là, comme chef de bureau là, pour M. Carney. Puis évidemment, Michael Sabia qui a annoncé sa démission d'Hydro-Québec. Et donc, la contrepartie de ça, c'est que oui, on va chercher des grosses pointures là, pour faire avancer les affaires, mais ceux et celles qui sont déjà en place, ben, ils ont intérêt à se manier, si je peux dire ainsi. M. Carney ne se cache pas qu'il a l'intention soit de déplacer, soit carrément de licencier les hauts fonctionnaires qui ne travaillent pas au rythme qu'ils cherchent à imposer à l'appareil fédéral. Et donc, c'est quand même une première, là, je te dirais, de mémoire, là, dans l'histoire de la politique, de la haute politique canadienne, où un premier ministre s'en prend directement à la fonction publique. Écoute, la comparaison avec Donald Trump ne tient pas vraiment, là, parce qu'on voit M. Trump, c'est très idéologique, tu sais, les diversité, équité, inclusion, un peu anti-science, un peu anti-tout. M. Carney a plutôt une vision de développement économique, tu sais, comme tu dis, quasiment de PDG. Il y a quand même ceci de particulier qu'un élu vienne transformer la haute fonction publique qui, en principe, est là pour la continuité, pour la stabilité de l'appareil de l'État. Donc, j'ai bien hâte de voir là, exactement comment il va s'y prendre pour mobiliser les troupes, puis dans l'éventualité où certains lui tiennent tête, si effectivement il va y avoir des gens qui vont être remerciés de hauts postes là, dans la fonction publique canadienne. Ben moi, je peux juste applaudir ça, sincèrement. Quand j'ai lu l'histoire dans le Globe and Mail, j'étais comme, ben voilà, enfin, il va y avoir des gens imputables. Francis, dans mon esprit, la fonction publique d'un pays comme le Canada devrait être un exemple d'efficacité, d'efficience, de compétence. On est d'accord. Hey! Hein? Non, mais regardons un peu, là, juste quelques exemples autour. Il y a eu la crise des passeports. Il y a eu après... Appelez à l'impôt pour le fun, vous allez voir, là. Si vous avez quelques heures... Non, mais si vous avez quelques heures de libre aujourd'hui, là, devant vous, là... Alors, est-ce qu'il est grand temps qu'à un moment donné, des gens qui sont à la tête de ça soient imputables, puis puissent nous offrir à nous, humbles contribuables qui envoyons pas mal de nos deniers, pas mal de notre argent durement gagné à Ottawa ou encore à Québec, mais dans ce cas-ci, c'est à Ottawa. La moindre des choses qu'on attend en retour, Francis, il me semble, c'est d'avoir du service, c'est d'avoir une fonction publique compétente. Compétente, et je suis totalement d'accord, là, comme je t'ai dit, je ne cherche pas du tout à dédire ce que fait M. Carney. J'ai encore une fois hâte de voir comment ça va se faire, parce qu'encore une fois, on touche là, à quelque chose qui souvent est la ligne de démarcation entre l'officiel qui est élu, la personne qui est un fonctionnaire de carrière. Bien entendu, les élus doivent et cherchent à imposer leur rythme, leur vision, leurs croyances sur cette fonction publique, mais souvent, elle est, entre guillemets, protégée. Donc, ce que M. Carney dit, c'est qu'il n'hésitera pas à, entre guillemets, je peux peut-être pas l'attaquer, là, mais vraiment à la façonner à l'image de ce qu'il souhaite imposer. Et encore une fois, je suis totalement d'accord avec toi. Puis je me dis, si ça fonctionne, et M. Carney semble quand même avoir là, beaucoup de légitimité à Ottawa pour le moment. Ça fait pas très longtemps qu'il est là, mais il semble avoir beaucoup de soutien. Je pense que ce type de vocabulaire-là va plaire aussi aux conservateurs qui n'hésiteront, j'imagine, pas à le soutenir sur cet aspect-là d'efficacité de la fonction publique. Mais donc, si ça fonctionne, est-ce que ça pourrait pas inspirer le Québec où on sait, parce que tu as nommé des exemples fédéraux, mais franchement, la SAQ, Investissement Québec, plein d'autres ministères où ça ne va pas du tout actuellement. Est-ce qu'on pourrait s'inspirer d'Ottawa pour faire un grand ménage dans ce que j'appelle les mandarins millionnaires là, de la fonction publique québécoise, c'est-à-dire des gens qui sont payés fort cher pour essentiellement pas beaucoup de compétences et pas beaucoup de résultats. C'est peut-être une nouvelle ère qui s'ouvre sous l'impulsion de M. Carney. J'espère que ça va en inspirer d'autres éventuellement.
Pendant ce temps-là, des résultats décevants, Francis, pour Couche-Tard. Hein? Oui, et puis ça fait quand même un petit moment que c'est plus compliqué pour Couche-Tard, là. On sent, bien évidemment, c'est un magnifique fleuron de l'économie québécoise. Ici, là, mon intention, c'est pas du tout de casser du sucre sur leur dos, mais bon, déjà, le prix du pétrole diminue, hein, puis c'est sûr que même s'ils s'en sont un peu libérés, ça reste un facteur important pour l'entreprise qui opère énormément de dépanneurs et de stations-service au Canada, aux États-Unis et en Europe. Et donc, quand le prix du pétrole baisse comme il l'a fait là, sur un horizon de long terme, bien, ça fait quoi? Ça affecte le revenu, donc la ligne d'en haut, mais aussi la ligne d'en bas, le bénéfice. Et donc, on a vu là, au dernier trimestre les deux indices diminuer. Et puis, ce qui m'a un peu étonné, Alex, c'est que je regardais là, le prix de l'action de Couche-Tard là, depuis presque un an. Là, franchement, ça fait vraiment du surplace. Hein. Il n'y a presque pas, ça a même diminué là, d'environ une quinzaine de points de pourcentage. Mais sur un horizon de long terme, là, c'est vraiment assez stagnant. Faut dire que la valeur de Couche-Tard a beaucoup progressé ces dernières années à la suite de nombreuses acquisitions. Hein. Donc, l'entreprise grandissait en achetant d'immenses parcs de centaines de milliers de dépanneurs un peu partout. Le problème, c'est que quand tu es rendu comme le plus gros au monde ou presque, c'est difficile de trouver des cibles d'acquisition. Il n'en reste plus beaucoup. On a suivi la saga là, de Seven & I au Japon. Évidemment, ça suit son train, mais ça va prendre encore de nombreux mois, voire de nombreuses années si ça se fait. Et si ça devait ne pas se faire, bien là, la question, c'est comment est-ce que Couche-Tard va réussir à assurer de la croissance continue ou est-ce que c'est une entreprise qui est vouée un peu à stagner, c'est-à-dire à faire de l'argent, à générer du profit, mais sans qu'il y ait nécessairement une forte croissance de son volume d'affaires. Donc, je ne voudrais pas être dans leur short là, aujourd'hui. C'est une situation compliquée. Tu sais, comme on dit souvent, quand tu es le meilleur, hein, quand tu es au sommet de ton art, il y a plus grand place où aller. Là, tu peux continuer à te développer, mais éventuellement, tu peux aussi malheureusement redescendre. C'est évidemment pas ce qu'on souhaite pour l'entreprise fondée par Alain Bouchard. Mais encore une fois, une année un peu plus difficile là, depuis 12 mois pour Couche-Tard. Puis on l'a vu dans les résultats qui ont été dévoilés hier. Et on s'aperçoit que la transaction avec Seven & I est peut-être un peu plus complexe. Là. C'est-à-dire que, tu sais, il ne faut pas brusquer non plus les Japonais. Il y a une façon de faire des affaires aussi, en Francis, au Japon. Il y a une façon de faire des affaires et il y a aussi le fait, puis j'ai jamais eu la chance, il faudrait inviter notre ami Richard Martineau qui est là-bas en ce moment. Hein, mais oui, je suis ses publications sur Facebook, là. Ça donne envie d'y aller quand même. Hein? Oui. Mais ce que j'entends et ce qu'on dit, Alex, c'est que les 7-Eleven, parce que c'est la marque qu'on opère chez 7&I au Japon, ça n'a rien à voir avec le couche-tard là, que vous connaissez là, près de chez vous, qui est essentiellement une espèce de dépanneur. Là. Il y a de la Coors Light, puis des jujubes, puis des sacs de chips, puis quelques vieilles sandwichs. Là. Puis, un 7&I au Japon, c'est comme un lieu presque de luxe. On peut déposer son nettoyeur à sec. La madame reconnaît ou le monsieur reconnaît les voisins. Il y a vraiment un rapport. C'est une institution de voisinage. C'est un service de proximité. Et donc, est-ce que Couche-Tard, en arrivant, vont vouloir, par exemple, rationaliser plusieurs de ces services-là qui sont peut-être moins profitables que de vendre des chips et de la bière, tu vois. Et c'est là où Seven & I, puis même la société japonaise craint l'arrivée, entre guillemets, d'un Nord-Américain avec ses grosses bottes de capitaliste, entre guillemets. Seven & I est une immense entreprise milliardaire qui fait de l'argent, mais ça reste intégré à la culture japonaise. Et donc, autant, comme tu le dis, faire des affaires avec les Japonais, que l'emblème 7&I, 7-Eleven, ce sont deux sujets là, qui rendent ça un peu plus compliqué pour Couche-Tard. Encore une fois, je ne dis pas que ça ne se fera pas, mais comme quand nous, on vend des entreprises à des intérêts étrangers, hein, on dit garder les emplois, garder la propriété intellectuelle, on met des conditions. Je devine que les Japonais vont vouloir faire de même en disant tu peux peut-être acheter 7&I, mais ça ne sera pas comme tu veux une fois que la transaction est faite. Encore une fois, je continue à suivre ça depuis le tout début, Alex. C'est quand même une immense transaction fascinante, surtout que l'acquéreur est canadien. Donc, on verra si ça réussit à aller de l'avant au cours des prochains mois. Merci beaucoup, Francis. On t'écoute cet après-midi. Bye.